Bonjour et bienvenue au cœur de l'art. Des conversations toniques, sincères et joyeuses, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, À deux ou plus. à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabrina Pinzon, Et moi, Gwenaëlle Perron. et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors il arrive parfois dans la vie que l'on rencontre des gens qui marquent un passage ou nous aident à franchir le pas ou nous accompagnent pendant une courte période ou qui peuvent nous influencer. Et avec Gwenaëlle, on avait envie de parler de ces gens qu'on a décidé d'appeler les passeurs. Et Gwenaëlle, c'est toi qui avais proposé qu'on aborde ce thème aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Oui, je peux dire pourquoi. Ça remonte à quelques semaines. Je crois que je me demande si j'en avais pas déjà parlé, mais j'ai appris le décès de quelqu'un qui avait compté pour moi et dont je n'étais pas proche, mais que j'avais perdu de vue. Et du coup, le fait d'apprendre ça, ça m'a beaucoup attristée d'une part, et puis ça m'a amené à penser à ce que cette personne avait eu comme influence sur moi, sur ma vie. Et du coup, c'est un sujet que j'ai proposé dans les âmes créatives tous les lundis. Je fais un petit message audio comme ça en proposant aux gens de réfléchir à ça, et j'ai eu des très beaux retours aussi par rapport à ça, en lien avec l'artistique, mais pas que, en lien avec la vie aussi. Et donc je pensais que c'était aussi c'était un bon sujet de s'interroger et de chercher à savoir qui avait joué un rôle déterminant, c'est-à-dire qui nous avait aidé, comme tu l'as dit, à passer un cap, à passer un palier, à orienter peut-être notre vie autrement. Voilà, parce que c'est important déjà d'en avoir conscience, et puis peut-être d'éprouver de la gratitude par rapport à ces gens qui nous ont aidés, parfois sans le savoir, hein, mais qui nous ont aidés quand même, qui nous ont apporté quelque chose. Et puis réfléchir à ce concept de passer aussi, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi on reconnaît les passeurs, et est-ce que nous, on peut être passeurs aussi ? Voilà, exactement. Et est-ce que tu as tout de suite en tête, quand tu passes au passeur dans ta vie, est-ce que quelqu'un te vient tout de suite en tête ? Oui. En premier. Oui. C'est qui cette personne ? C'est le peintre Yves-Marie Perron, dont j'ai déjà parlé, dont je suis une grande fan. Alors là, lui, vraiment, c'est vraiment la découverte de son travail et de son existence qui a vraiment fait bifurquer ma vie, qui était plus orientée vers la littérature, vers un retour aux sources, à la création artistique. Et ça a vraiment eu un effet vraiment déterminant, quoi. Donc, très important. Mais tu l'as rencontré ? Ouais, je l'ai rencontré. Ah, j'ai eu la chance, alors pas tout de suite, mais j'ai eu la chance de le rencontrer, de discuter avec lui et de lui dire justement à quel point ça avait été important pour moi de découvrir son travail. Et comme c'est quelqu'un de très modeste et de très humble et qui n'a pas du tout l'ego hypertrophié ni la grosse nette ni quoi que ce soit, voilà, il était très touché, mais sans que ça non plus ça déclenche un effet voilà. Mm-hmm. Mais oui non, c'est vrai que je pense que c'est la personne qui a eu le plus d'effet sur ma vie, quoi, en fin de compte. Mais du coup, c'est son art, c'est ses œuvres qui c'est ses œuvres, c'est un ensemble de choses, parce que c'est un peintre breton qui a été beaucoup travaillé à Ouessant, qui a tout son travail en lien avec la mer, avec l'océan, avec les éléments, en fin de compte, avec une inspiration japonisante aussi. Donc il y a à la fois de la puissance et de la force dans son travail, mais aussi beaucoup de subtilité. Ses choix de couleurs, sa gestuelle dans son expression, tout ça, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'influence sur moi, en fait. Mm-hmm. Et toi, tu penses à quelqu'un quand on parle de ça ? Écoute, oui, en fait, j'ai réfléchi juste avant de venir ici et je me suis dit, mais en fait, c'est qui vraiment la personne qui m'a beaucoup aidée dans la vie ? Parce que pour moi, les passeurs qui ont traversé ma vie, c'est des personnes, quelque part, qui m'ont aidée à accomplir des choses ou me dépasser. Et la première personne qui me vient en tête, c'est mon frère. Voilà, j'ai un frère aîné, il a 6 ans plus que moi, donc c'est vraiment mon très grand frère. Et c'est lui qui m'a appris à me lasser les chaussures, à faire de la bicyclette, toutes ces petites choses qu'on apprend quand on est enfant.
Et c'est aussi été la première personne avec laquelle j'ai dessiné. Mais évidemment, lui, il savait déjà dessiner. Moi, j'arrivais à peine à tenir un crayon dans la main, mais je le regardais faire et puis il m'a montré voilà, comment on dessine une maison schématiquement, un arbre. Et du coup, c'est là aussi que mon envie de dessiner a démarré. Et j'étais vraiment toute petite, j'allais même pas à l'école à l'époque. Donc, ouais, mon frère a été très important. Et en plus, c'est quelqu'un qui m'encourage toujours dans tout ce que je fais. Donc, il est toujours là. Donc, c'est quelqu'un de très important pour moi. Voilà. Ouais, super. Mais en fait, dans l'histoire des arts, il y a toujours eu ce genre de personnes comme ça qui aident des plus jeunes, par exemple, ou qui les soutient à la fois amicalement ou financièrement. Je pense par exemple à Courbet, qui a beaucoup aidé Monet. Je pense à Flaubert, qui était très proche de Guy de Maupassant. Et dans la correspondance de Flaubert, on peut voir comment il écrivait, enfin ce qu'il écrivait à Maupassant. Et à la fois, il donnait des conseils au niveau de comment écrire, mais il y avait aussi plein de choses sur leur vie d'homme, sur ce qu'ils pouvaient expérimenter, et avec une forme de bienveillance et d'envie de vraiment donner quelque chose en fin de compte. Mais je crois à l'époque, les artistes travaillaient plus ensemble. Ils avaient peut-être plus la nécessité d'échanger avec d'autres artistes. Ils se réunissaient. Bah oui, et puis ils allaient se voir dans les ateliers des uns et des autres. Ouais. Certains qui avaient les moyens achetaient des toiles pour soutenir aussi ceux qui cherchaient à vendre. Caillebotte, je crois, a fait beaucoup ça, a beaucoup soutenu les impressionnistes en achetant des toiles, justement. Donc voilà, il y a plein de manières de soutenir. Bon, après, moi, dans l'histoire des passeurs, je pensais vraiment à une influence, pas financière, mais une influence spirituelle ou de soutien, quoi. Ouais. Et donc, est-ce que tu as en tête d'autres personnes Oui, je pourrais remonter très loin, en fait. Je pourrais remonter dans l'enfance, carrément. À l'époque où j'étais vraiment petite, je devais avoir, je sais pas, 8 ans, 10 ans, 12 ans, par là, tu vois. Et avec mes parents, on allait tous les week-ends quasiment à la campagne. Et là-bas, on avait des amis. On avait un couple d'amis. Et l'homme, qui s'appelait Jean-François, était quelqu'un qui n'avait pas eu d'enfant, en fait, et qui, je pense, regrettait beaucoup de ne pas avoir eu d'enfant. Et moi, j'avais un père, mais un père qui était complètement inexistant et qui jouait pas son rôle du tout et qui était au mieux absent, au pire toxique. Et c'est vrai que je pense que la première personne qui dans un moment dans une époque où j'étais quand même, avec le recul maintenant, je me rends compte que j'étais vraiment très seule, en fin de compte, très seule, tu vois, j'avais pas de gens qui étaient émotionnellement présents avec moi pour m'aider justement à avancer et tout. Et lui, c'était quelqu'un qui, quand on était là, il venait jouer avec nous, qui s'amusait à nous faire peur, qui nous poursuivait, qui avait une attitude tout à fait normale d'adulte qui aime les enfants et qui a envie de passer du temps avec eux, tu vois. Et c'est vrai que moi, qui étais vraiment esseulée et qui était vraiment dans un état je dirais de détresse, mais sans en être consciente en fin de compte, parce que aucun de mes parents n'était vraiment disponible pour moi, et cet homme-là, je pense, m'a permis de voir que c'était pas une fatalité et qu'on pouvait se comporter aussi autrement avec les enfants, et il y avait des adultes qui pouvaient apprécier ma présence, ma personnalité et tout ça. Et je me souviens que une année, il m'avait offert un énorme, alors à l'époque c'était la mode, des coffrets pour faire des bougies, en fait. Il m'avait offert un énorme coffret pour faire des bougies, et la seule bougie que j'ai faite, je la lui ai offerte, évidemment. Elle était superbe, il y avait un moule, enfin voilà, il m'avait vraiment aidé, et donc c'était quelqu'un qui était attentionné, qui était qui se comportait normalement, qui blaguait facilement, qui racontait des bêtises, tu vois, qui faisait rire. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté, en fait, dans mon enfance. Et c'est vrai que quand il arrivait, moi, j'étais toujours très contente, parce que il allait enfin se passer quelque chose, quoi. Et t'avais quel âge alors à l'époque ? J'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Bon, là, je l'ai connu jusqu'à à peu près mes
peut-être 15-16 ans, quelque chose comme ça. Mais il a vraiment eu un effet important dans ces années-là, entre 8 et 12, tu vois. Et tu as eu l'occasion de lui dire? Non, jamais, parce qu'après, mes parents se sont éloignés. Enfin, voilà, la vie a fait que. Et je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Mais oui, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment été important. C'était un soutien, tu vois. Et je pense qu'il le sentait aussi. Je pense qu'il voyait bien comment mon père se comportait avec moi. Alors, par exemple, il avait une vieille Jeep américaine, tu vois, puis ils allaient faire des tours, et moi j'avais toujours envie d'aller avec eux, et mon père voulait jamais me prendre avec eux, et lui il insistait toujours en disant mais si, viens, on va la laisser venir avec nous, enfin tu vois, voilà. Donc ouais, ça a été quelqu'un de très, très important, et je pense pas qu'un jour il tombe sur ce podcast, mais en tout cas il est dans mon panthéon personnel, ouais, c'est clair. Super, c'est une belle histoire. Et moi j'ai une personne qui m'a marquée au-delà de mon frère, en tous les cas dans mon parcours artistique. C'était mon professeur d'art plastique au lycée. J'étais aux États-Unis à l'époque et je venais d'arriver aux États-Unis, je parlais très mal anglais ou pas du tout. Et donc c'était très compliqué pour moi. En plus, j'avais pas voulu suivre mes parents, mais j'ai été obligée de partir avec eux. Et donc, j'enchaînais les cours, des cours d'anglais, et puis après des cours normaux. Il y avait des cours pour les personnes qui parlaient pas anglais, pour leur apprendre à parler, et puis les cours normaux en sciences, en mathématiques, qui étaient tenus en anglais. Et donc j'étais très fatiguée en fin de journée. J'imagine, oui. De devoir te concentrer pour suivre. Ouais, ça devait être dur. Donc, et puis après, c'est aussi compliqué de se faire des copains, des copines, parce que dans cette école, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers. Là, à peu près la moitié de l'école était des étudiants étrangers, et puis les autres, c'était des Américains. Donc les Américains, je ne comprenais rien ce qu'ils disaient. Et les étrangers, il y avait beaucoup de Mexicains, d'Asiatiques, et chacun parlait sa langue. Et donc moi, j'essayais de parler un peu avec ceux qui parlaient espagnol, parce que je parlais italien, donc on arrivait un peu à se comprendre. Mais voilà, c'était un âge difficile, c'était une période difficile, parce que plus tous, on venait d'arriver, on ne parlait pas. Donc dans un contexte comme ça, assez stressant, j'ai trouvé mon bonheur dans ce cours d'art plastique, et grâce à ce professeur, Mr. Brush. Ah oui, le bien nommé, parce que... Oui. Et il était allemand. Ce monsieur était allemand, mais il vivait depuis très longtemps aux États-Unis. Et ce que je me souviens, c'est qu'en fait, dans cette école, une partie des étudiants faisaient partie de gangs, étaient assez violents en dehors de l'école. Certains ont été emprisonnés aussi. Donc, je veux dire, c'était un milieu un peu difficile, on va dire. Et ce monsieur avait la capacité d'apaiser tout le monde. Donc, même les gamins qui étaient un peu virulents, voire violents, très difficiles, qu'on n'arrivait pas à maîtriser dans les autres cours, dans son cours à lui, tout le monde écoutait et tout le monde s'intéressait et tout le monde essayait de faire quelque chose. Et à l'époque, cette école, elle avait aussi les moyens, donc on a appris à faire plein de choses, travailler avec le métal, faire des impressions, la peinture, le dessin, le collage, on a fait plein, on a pu toucher à plusieurs techniques. Et moi, j'étais complètement émerveillée. Et lui, il m'a beaucoup soutenue, donc il m'a fait rentrer dans un petit concours de dessin, il affichait toutes nos œuvres dans l'école, il aimait nous mettre en valeur. Et ce monsieur a beaucoup compté pour moi, parce que malheureusement, je suis restée qu'une année dans cette école. Après, mes parents et moi, nous avons déménagé ailleurs. Mais on a continué à s'écrire. Il m'a dit, j'aimerais qu'on continue à s'écrire. Donc, je lui écrivais une petite lettre de temps en temps pour lui dire ce que je faisais. Et je me souviens très bien, la dernière chose qu'il m'a dit, il m'a dit, quoi que tu fasses dans la vie, il faut que tu fasses, il faut que tu dessines, il faut que tu peignes, tu as un talent pour ça, surtout ne t'arrête jamais. Et j'aurais aimé qu'il le dise à mes parents, mais comme mes parents ne venaient pas souvent à l'école, il n'a pas eu l'occasion. Mais ça m'est resté. Et bon, maintenant je ne suis plus en contact avec lui, je pense peut-être qu'il est même plus de ce monde. Mais ces mots avaient vraiment résonné en moi, ce qui fait qu'après j'ai continué à vraiment être très investie dans mes cours d'art plastique. Et puis ces paroles me sont restées en tête. Et donc même quand je suis un peu découragée, je pense à ce qu'il m'avait dit et ça me
voilà, ça me fait du bien. Voilà. Donc ça pour moi, ça a été une personne très j'imagine, importante. c'est rare d'avoir quelqu'un qui te dit ça et qui te donne une sorte de viatique pour la vie, quoi, en fin de compte. Hein. C'est quelque chose qui te reste tout le temps et c'est hyper important. Je crois les enseignants, certains le savent, mais certains ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent influencer un enfant ou un jeune adulte même par les mots et par sa présence. Bien sûr, et lui, c'était par les deux, c'est-à-dire ce qu'il nous disait, et puis après le fait qu'il accordait à chacun un temps pour échanger, pour essayer de comprendre aussi ce qu'on disait, parce qu'on n'arrivait pas bien à s'exprimer. Et comme il lui-même avait été émigré, il savait ce que ça voulait dire pour nous. Donc il était, je pense, très sensible à ça. Et c'est pour ça qu'il avait trouvé le moyen de nous maîtriser un peu en classe aussi. Mais avec douceur, avec bienveillance. Et c'est pour ça que ça marchait, sans doute. Parce que les jeunes, les enfants, ils s'y trompent pas. Quand ils ont en face de quelqu'un qui les aime de manière un peu inconditionnelle, ils le sentent tout de suite. Et puis les profs qui n'aiment pas les élèves et qui ne sont pas à leur place, ils le sentent tout de suite aussi. Alors au rayon des profs, moi j'ai noté, en fait, moi dans ma vie j'ai deux amours, ça a toujours été la littérature et l'écriture et la peinture en fait. Et donc dans les profs dont je me souviens et qui m'ont marqué, j'avais une professeure de français en classe de première qui s'appelait Madame Legrand. C'est marrant comment on se souvient des noms. Des profs qui nous ont marqués, on ne se souvient pas forcément des autres. Alors pour elle, si tu veux, la littérature, c'était une gourmandise. Elle en parlait, si tu veux, elle te mettait l'eau à la bouche. Vraiment, elle avait un savoir inépuisable. Donc, à chaque fois qu'elle introduisait un nouvel auteur, elle était capable de raconter un peu sa vie, de donner un peu les lignes, les grandes lignes, et puis de dire dans quel contexte et tout. Et puis, alors, à l'époque, c'était le programme, ça couvrait la fin du 18e et tout le 19e siècle, en fait. Et donc, elle nous a vraiment initiés aux auteurs de cette époque-là, mais avec ce côté de plaisir, tu sais, presque sensuel de la langue. Et donc, moi, j'étais très, 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 très timide en classe, mais je lisais très bien. Et à chaque fois, pas à chaque fois, mais la plupart du temps, elle me demandait de lire les textes, en fin de compte. Et c'est vrai que, par exemple, elle nous a fait découvrir Marivaux, et j'ai adoré le théâtre de Marivaux, par exemple, la poésie de Baudelaire. Enfin, vraiment, il y a eu Flaubert aussi. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'auteurs. Et je retiens ça, cette espèce de manière de transmettre ça avec moi j'appelle ça une forme de gourmandise, quoi. Elle se régalait à la fois de ce qu'elle nous enseignait, de nous passer ça justement, mais aussi des textes eux-mêmes, tu sais, ce plaisir de la langue et de la manipuler et de la parler, c'était vraiment tangible. Elle était passionnée, passionnante. Complètement. Ouais. Et en même temps avec voilà, c'était quelqu'un de doux et de calme. C'était vraiment une très bonne professeure, quoi. Bon, ça m'a pas empêché de me planter au bac de français et d'avoir des notes catastrophiques qui m'ont mise en déficit de points. Terrible. Mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais voilà, je me souviens vraiment de tout ce qu'elle nous a enseigné et du plaisir que j'avais à suivre les cours de français. Ouais. Et dans ton parcours artistique, à part ce peintre Perron, est-ce que y a eu aussi d'autres personnes qui ont marqué un peu ton parcours? Ouais, plus récemment, je dirais que j'ai deux noms, c'est Nicholas Wilton, que tu connais, et Alice Sheridan, donc Nicholas Wilton, c'est un artiste américain qui fait ce programme dont on a déjà parlé, qui s'appelle CVP, Creative Visionary Program, et qu'on a suivi toutes les deux, mais pas la même année. Et puis Alice Sheridan, c'est une peintre britannique. Alors, Nicholas Wilton, ce qu'il transmet dans son programme, hein, c'est sa méthode, c'est son approche de la peinture
qui a vraiment beaucoup résonné chez moi parce que ça correspond tout à fait à ma manière de voir les choses. Et donc, c'est un enseignement qui n'est pas à la française, académique, tout le monde devant la même pomme, et il faut qu'on rende la pomme le plus justement possible au point d'avoir envie de la croquer sur la toile. Non, c'est pas du tout ça, parce que ça me saoule, franchement, ça m'intéresse pas d'apprendre comme ça. Et donc, oui, là aussi, ça a vraiment marqué un tournant dans ma manière de peindre, de créer, et de tout ce que j'ai appris avec lui et que j'ai pu creuser après par moi-même, c'est quelque chose que je transmets aussi maintenant dans les âmes créatives. Tu vois, je suis quand même très inspirée de cette approche-là. Et Alice Sheridan, ça a été un exemple parce que, elle est artiste, que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, j'aime un peu moins maintenant, parce que son style a évolué, mais c'est surtout quelqu'un qui m'a montré qu'on pouvait vivre aussi de sa peinture, ou au moins de la transmission de son savoir en lien avec l'art, quoi, en fin de compte. Et donc ça a été donc très récemment, plus récemment, parce que ça date de la fin de, je sais pas, entre 2018, 19, par là, tu vois. Donc c'est plus récent, mais ces deux personnes, c'est un peu j'ai pas forcément envie de faire comme eux, mais c'est des exemples quand même de ce qui est possible pour le coup. Et puis c'est des gens qui aussi aiment la transmission, chacun à sa manière, et qui ont à cœur aussi de réfléchir ensemble, de faire progresser les gens, de les aider à trouver leur voie, en fait. Je pense que c'est vraiment important d'être en contact avec des gens qui ne veulent pas que tu fasses exactement comme eux, mais qui t'aident à trouver ton propre processus de vie, de création, etc. Ouais, je te rejoins complètement. Je pense que pour moi aussi, tu vois, j'y avais pas pensé, mais effectivement, je pense que ma participation à ce programme avec Nicholas Wilton a marqué un tournant également dans ma pratique artistique. Et comme toi, je me retrouve complètement dans sa manière de voir les choses. Et ce que je trouve bien, c'est que ce cours, non seulement il t'apprend une technique, et te montre tout ce que tu peux faire avec l'acrylique, mais en plus, il y a une pointe de philosophie un peu dans son approche. Il fait un lien entre la vie et l'art. Voire de spiritualité aussi. Oui, voilà. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très, très, très bienveillant. Oui. Il y a vraiment... Moi, c'est ce que j'ai apprécié. J'aime pas du tout les enseignants qui disent non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou non, ça c'est pas bien. Enfin, il a les mots justes pour dire les choses. Et c'est comme si même lui, il savait pas les réponses, tu vois. C'est ça. Voilà, il se dit, pour moi, c'est comme ça, mais même s'il est lui le prof, il se met pas dans une posture où c'est moi qui va vous expliquer comment on fait les choses, tu vois. Mais oui, c'est vrai, parce que c'est ta vision des choses que tu exprimes. Donc, il peut te donner des conseils sur les valeurs, sur la composition, éventuellement, des choses comme ça, mais il peut pas être dans ton corps, dans ton esprit, dans ta main, et savoir ce que tu voulais vraiment exprimer, quoi. Donc, et pour moi, ça, c'est vraiment la définition du passeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être un enseignant, peut être quelqu'un qui t'enseigne quelque chose, mais surtout qui t'aide à trouver, toi, ta propre voie. Voilà, pour moi, ça c'est la définition du passeur. Et donc, Nicholas Wilton, pour moi, était... d'ailleurs, c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. Je pense je trouve que c'est un mec hyper sympa. Voilà, il peut être drôle aussi. Voilà. Donc, Nicholas Wilton, c'est vraiment quelqu'un de bien. Oui, c'est des gens qui t'enseignent pas forcément une méthode, mais c'est plutôt... leur approche de la vie, leur générosité dans leur manière d'être qui te touche en fait, et puis il y a des éléments qui résonnent en toi. Voilà, c'est pas des gens qui cherchent à t'enfermer et à t'amoindrir, c'est des gens qui t'ouvrent l'horizon en fait, qui élargissent les possibilités, qui te montrent. Voilà, tu t'en es là, mais regarde, tu pourrais aller aussi par là, et voilà. Et je crois que ça, c'est vraiment important de souligner ça, quoi, cette générosité, cette vision de la vie, cette manière de donner de confiance en soi, d'encourager, de soutenir, en fin de compte. Et l'avocat dont j'ai parlé, là, c'était ça, c'est qu'un jour, il m'a dit, mais vous écrivez extrêmement bien, et ça, c'est un don du ciel. Et moi qui étais tellement comment dire, qui était
tellement inconsciente de mes capacités et qui avait tellement pas confiance en moi. C'est pareil, c'est comme ce prof quand il t'a dit continuez à peindre et à dessiner. Et ben là c'est pareil, quand il m'a dit vous savez écrire, c'est un don du ciel, cultivez-le. C'est pareil, c'est des paroles que t'entends et que tu gardes en toi et même si tu le fais pas tout de suite ou que tu le fais pas toute ta vie, c'est ton trésor. En fait, on a une boîte à trésors, tu vois, et les passeurs, ça permet de mettre des petits trésors dedans et de les garder. Et de temps en temps, quand on a besoin, on va les chercher. Et dans ton entourage plus proche, est-ce que tu as rencontré des gens ici, par exemple, à Douarnenez, à part moi, bien sûr, qui ont marqué ton parcours? Non. Non. Non, alors la seule personne à laquelle je pense, c'est ma voisine Annie. Ouais, j'ai rencontré. Qui elle est graveuse, mais c'est pas pour son art qu'elle est un peu passeur avec moi. C'est déjà parce qu'elle a l'âge d'être ma mère et que effectivement j'aurais bien aimé avoir une mère comme elle, tu vois. Mais c'est surtout son attitude face à la vie, sa joie de vivre, la générosité dont elle fait preuve en accueillant les gens chez elle, en étant toujours ouverte, en étant très souvent joyeuse et de bonne humeur et dans l'envie, dans l'enthousiasme, tu vois. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui joue un peu ce rôle-là avec moi, c'est elle, et c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui je peux être moi-même, avec qui je peux parler de choses profondes et intimes et de choses comme ça. Et donc, oui. Et alors, maintenant que tu me le dis, non, je raconte des bêtises. Il y a deux autres personnes, deux autres femmes. Oui. Elles ne m'étaient pas venues à l'esprit tout de suite, mais deux autres femmes aussi qui sont importantes pour moi. Mais c'est pas au niveau artistique. C'est pas au niveau artistique, c'est plus au niveau de l'attitude globale et de la manière d'être et de la... Il y a toujours cette idée d'ouverture, de générosité, d'attention aux autres, que j'ai pas beaucoup connue dans mon milieu d'origine. Et donc, c'est toujours quelque chose qui me touche, tu vois. Et toi, alors ? Ben, écoute, oui, moi j'ai eu une personne, Evelyne, que tu as rencontrée. Oui. J'ai rencontré Evelyne il y a quelques années en arrière, et puis je pense que c'est grâce à elle si j'ai finalement fait le pas d'exposer mon travail. Parce que je peignais dans mon coin, j'étais très contente de travailler dans mon atelier toute seule, sans rendre de compte à qui que ce soit. Voilà, exactement. Et puis jusqu'au jour où voilà, j'ai rencontré Evelyne, et puis elle a vu mon travail, et puis elle m'a dit mais il faudrait que tu exposes, mais fais-le. Et puis elle a beaucoup insisté, elle m'a beaucoup encouragée. Et puis d'abord j'ai exposé avec elle, donc on faisait partie d'un collectif, on a exposé ensemble. Et puis après, j'ai volé de mes propres ailes et j'ai exposé toute seule. Mais si elle m'écoute, là, j'ai envie de la remercier parce que c'est vrai que sans elle, j'aurais peut-être pas franchi le pas. Et elle m'a donné le courage. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que ce soit un autre artiste qui te pousse un peu. Qui me pousse et qui me soutienne. Je pense que c'est vraiment important pour nous, les artistes, de se soutenir les uns les autres. Quelque part, ça compte plus que n'importe qui d'autre. Oui, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Voilà, c'est ça. Ils font le même cheminement et puis ils savent quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés. Et donc, ils sont les mieux placés pour nous soutenir, nous donner des conseils. Et voilà, donc voilà, moi, Evelyne a été vraiment quelqu'un qui m'a marquée et que je lui fais un petit coucou au passage et je l'embrasse très fort. Voilà. Et est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir été passeuse à certains moments de ta vie ? Alors, écoute, tu peux pas, sans certitude, mais... Ouais, alors j'ai pas de certitude. Je pense probablement que à travers mon parcours professionnel... j'ai sûrement touché des personnes, je les ai sûrement aidées, mais je ne saurais pas te dire lesquelles. Mais c'est vrai que j'ai souvent essayé d'aider les nouveaux employés, les plus jeunes, les cadets, et puis d'être là pour eux et les accompagner. J'étais toujours dans cette démarche-là parce que
moi-même, quand j'ai démarré, c'était pas toujours le cas. Qu'il y ait quelqu'un qui me prenne la main, qui me dise ok, attends, je vais te montrer comment on fait. N'hésite pas si tu as des questions. Donc voilà, moi après j'ai essayé de le faire quand j'avais déjà un peu de bouteille. Mais là où peut-être je suis plus certaine d'avoir eu un impact sur les autres, c'est quand j'ai travaillé en tant que thérapeute pendant quelques années. Et je faisais de l'hypnothérapie, notamment. Et là, j'ai eu un certain nombre de femmes qui ont défilé dans mon cabinet, des hommes également, plus de femmes, voilà. Et je sais que pour certaines, les thérapies qu'elles ont faites avec moi ont vraiment beaucoup changé Leur vie. Leur vie. Certaines sont arrivées avec des problématiques lourdes, très difficiles, ancrées déjà depuis un bon bout de temps. Et au final, on a pu arrêter la thérapie parce qu'elles m'ont dit qu'elles se sentaient mieux, parfois même qu'elles s'étaient complètement débarrassées du problème. Donc je pense, ayant été moi-même patiente à un moment donné, je sais que quand ça arrive, c'est quand même un sacré tournant dans ta vie, quoi. Tu portes ce fardeau Bien pendant sûr, ouais. X temps, et puis tout d'un coup, tu as un thérapeute qui, en quelques séances, te libère. Te libère, ouais, t'allège. Et tu peux poser le truc et repartir vraiment plus légère et heureuse. Et donc, voilà, je pense que j'ai pu faire ça dans le passé, mais voilà, c'est pas à moi de dire si elles m'ont perçue comme un passeur ou pas. Mais quelquefois, tu as des retours. Quelquefois, tu as des gens qui te disent... oui, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, 2 personnes qui m'ont dit, dans telle circonstance, tu m'as dit ça, et je te remercie de me l'avoir dit, parce que ça m'a aidé à voir les choses autrement, ou à réaliser telle et telle chose. Donc j'ai la chance d'avoir eu ces 2 retours-là, et c'est vrai que c'est plaisant, parce que quand tu dis des choses, tu ne te rends pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir, et quand on te dit ça a pesé, ça a eu vraiment une influence, tu te dis tant mieux, j'ai fait ma bonne action. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que ce qu'on dit peut vraiment impacter les autres de manière bienveillante, et ça peut vraiment les aider, mais aussi ça peut arriver qu'on dise des choses qui ne sont pas du tout bien reçues. Il y a des passeurs négatifs, on va dire. Voilà, je pense que ça existe. Il y a des passeurs positifs et des passeurs négatifs. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux passeurs des migrants, hein. C'est des gens qui, certes, aident... Sans scrupules, oui. Ils aident les migrants à traverser la Manche pour aller en Angleterre, par exemple, mais ils s'en foutent royalement de leur vie et de leur destin. Donc il n'y a aucune bienveillance dans tout ça. Et dans la vie, c'est vrai qu'il nous arrive parfois de rencontrer des gens qui nous font du mal, parce qu'ils disent et parce qu'ils font. Et là, au lieu de nous aider à passer quelque chose ou à traverser quelque chose, ils nous bloquent, ils nous arrêtent. C'est vraiment un full stop, quoi. T'as connu cette situation? Oui, moi j'ai connu ça. Bon, je pense que j'ai dû connaître plusieurs personnes comme ça. Oui, malheureusement, on n'en croise pas qu'une. Il n'y a pas que des gens bien. Malheureusement, il y a des gens... Après, c'est pas forcément que c'est pas des gens bien, mais là, notamment, je pense à cette personne en particulier. Et je ne peux pas dire que c'était une personne qui était une bonne personne. C'est une personne... C'était mon dernier chef dans ma carrière internationale. Et cette personne a créé le chaos dans le service dans lequel je travaillais. Elle a réussi à nous mettre les uns contre les autres, créer une ambiance vraiment malsaine, et mettre beaucoup la pression sur chacun de nous, en passant par l'humiliation également, en public. Terrible, ça. C'est terrible. Et jamais un mot d'encouragement, ou jamais un merci, ou jamais oui, c'est bien. Et puis en ayant des attentes démesurées par rapport
aux outils et aux choses qu'il nous donnait pour pouvoir faire notre travail. Et c'est grâce à cette personne, j'ai envie de dire, que j'ai fait mon burn-out, mon fameux burn-out. Et je dis grâce, pas à cause d'eux, parce que finalement, ce burn-out m'a arrêté net dans ma carrière. J'ai dû m'arrêter, mon médecin ne voulait plus que je retourne travailler. Et finalement, ils m'ont licenciée pendant que j'étais en arrêt maladie. Donc ça, c'est aussi un truc, moi je trouve ça aberrant. Mais c'est comme ça, le monde du travail de plus en plus, ouais, brutal. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, je l'ai super mal vécu. Évidemment, j'étais pas bien. Ouais. J'en ai voulu à cette personne parce que je l'ai identifiée comme étant la source, la cause du problème. Après, bien sûr, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, j'étais pas armée, j'ai pas su me protéger, donc j'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais c'est certainement pas moi qui ai provoqué ça. Et tout compte fait, ce burn-out a fait que j'ai décidé de faire un changement radical de vie. Donc, indirectement, cette personne m'a influencée de manière positive. Mais le passage a été très douloureux. Oui. Mais disons que c'est toi qui as su transformer une expérience extrêmement négative en quelque chose de positif pour toi. En fait, cette personne, elle y est pour rien. Mais, c'est toi qui as su faire cette pirouette-là, en fin de compte, et retomber sur tes pattes. Ouais. Oui, je pense que c'était une bonne leçon de vie. Voilà, je tenais à la partager parce qu'effectivement... quand on fait la rencontre de personnes qui nous disent ou qui font des choses qui nous font du mal, dans l'idéal, il faudrait réussir à capter ça et le transformer dans quelque chose de positif, ou alors être complètement hermétique et ne pas, ne pas laisser ces choses, parce que dans l'idéal, j'aurais préféré ne pas faire de burn-out et ne pas me retrouver dans cette situation. Et je pense que de toute façon, le changement de vie, je l'aurais fait. Peut-être pas à ce moment-là, je l'aurais fait plus tard, mais je sais que je l'aurais fait. J'étais en voie pour ce changement. Mais ça a un peu accéléré les choses. Voilà. Ouais. En t'écoutant, je pense à une situation un peu similaire où là c'était pareil, quelque chose de très négatif. J'avais écrit une nouvelle et je l'avais envoyée à un auteur français qui est mort maintenant, donc je peux le citer. Il s'appelait Eric Holder et il m'avait répondu d'une manière extrêmement tranchante, extrêmement brutale. Que en gros c'était nul et que voilà. Et donc alors sans doute que mon texte avait des gros défauts et que parce que ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à écrire, mais c'est vrai que les gens qui se comportent comme ça, la brutalité, il y a des gens qui sont capables de la recevoir et puis il y a des gens qui sont pas en état de la recevoir. Et moi à cette époque-là, j'étais pas en état de recevoir ça. Et c'est vrai que ça m'avait profondément blessée. Et ça m'avait vraiment créé un sentiment de rejet chez moi, à tel point que j'avais brûlé sa lettre. Et c'est ces mots, alors je me souviens plus de ces mots, donc j'ai fini par les oublier quand même, mais c'est vrai qu'on a, alors est-ce que c'est en France, est-ce que c'est partout, un peu parfois cette idée que il faut un peu fouetter les gens, tu vois, il faut un peu les flageller, comme si ce traitement allait les faire réagir et progresser dans leur art ou tu vois, il y a plein de façons de dire les choses et moi je trouve que dire les choses comme ça avec cette brutalité et presque cette méchanceté, je pense qu'il parlait depuis son ego et pas depuis son self et en étant quelqu'un de posé, raisonnable et ouvert, mais plutôt en étant peut-être dans une position où il voulait affirmer sa suprématie ou tu vois prouver que lui était meilleur que les autres. Et c'est vrai que ça peut faire beaucoup de mal, ça peut vraiment faire des dégâts en fin de compte, parce qu'on n'est pas tous égaux non plus dans la vie. Et l'autre jour, je demandais dans mon groupe aux gens quel est votre état de nature, c'est-à-dire que quand vous êtes seul avec vous-même, comment êtes-vous? Il y en a une qui a dit moi j'ai eu une enfance où j'ai été élevée dans la joie, dans le bonheur, dans la générosité, et il y en a une autre qui lui a dit t'es vraiment chanceuse, parce qu'effectivement, je pense que quand on est élevé comme ça, on se construit d'une bonne façon, et on est solide, et on est peut-être plus à même d'entendre des choses virulentes. Ça va pas nous entamer, ça va pas nous abîmer en fin de compte. Alors que quand on n'a pas eu ça,
Et c'était mon cas, on est beaucoup plus fragile et les mots comme ça ont la capacité, ou les actes ont la capacité de nous blesser et ont la capacité... J'aurais très bien pu m'étioler complètement et me refermer complètement et plus jamais écrire une ligne après avoir lu ce qu'il avait écrit, tu vois. Mais t'as continué quand même? Ouais, j'ai continué T'as quand même. réussi, Ouais, j'ai continué quand même. Mais parce que j'étais beaucoup dans la colère, en fait. J'étais pas dans l'effondrement, j'étais dans la colère. Donc, d'où les flammes. Oui, mais comme quoi la colère aussi, ça peut être un sentiment qu'il faut savoir accueillir. Ouais. On cite souvent la colère comme étant quelque chose de négatif. Aujourd'hui, oui. Mais moi, je pense que des fois, c'est nécessaire. Mais c'est absolument nécessaire. C'est cette force vitale qui pousse et qui dit non, tu vas pas te laisser démolir, tu y vas, quoi. Mais moi, j'étais en colère pendant 20 ans, donc... Et ça peut m'arriver encore de l'être assez facilement. C'est un peu quand il y a de l'adversité, c'est un peu ma réaction par défaut, si tu veux. Ouais. Mais avec le recul, je sais très bien que si j'avais pas eu ça, je me serais écroulée. Je sais pas ce que je serais devenue, j'aurais été complètement dépressive. Je me serais intérieurement écroulée en fin de compte. Donc la colère m'a soutenue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on supporte plus les manifestations de colère dans les médias, quand il y a des salariés qui sont pas contents et qui protestent, on supporte plus de voir ça. Or, je pense que c'est très dangereux d'interdire la colère en quelque sorte comme émotion. Ça fait partie des émotions de base de l'humain et il faut que ça puisse sortir parce que ça a quelque chose de sain en fin de compte. C'est pas agréable à voir, c'est pas agréable à ressentir, mais il faut que ça sorte. On a un besoin de sortir. Et c'est vrai qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus pressurés, où ils sont fliqués, ils sont surveillés, où t'as plus la marge de manœuvre, elle se réduit quand même franchement. Et si t'as même plus le droit d'être en colère, la colère, c'est comme l'eau, elle va prendre une autre forme et elle va ressurgir autrement. Ouais. Et malgré tout ça, en fait, on a le droit de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voilà. Les gens, ils s'agressent verbalement sur les réseaux sociaux. Ils postent des choses horribles. Ouais. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est dans la société, et dans le visuel, donc la télévision notamment, ou la radio, il faut être dans la maîtrise de soi. Et on ne peut pas se révolter, on ne peut pas trop s'exprimer, il faut le dire. Il faut dire les choses selon certains codes. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est-à-dire je pense qu'il faut rester poli. Oui. Je pense qu'il faut rester dans le respect de l'autre. Et voilà, et même si on n'est pas content, mais il faut respecter, on n'insulte pas les gens. Mais je pense que il faut laisser cette place, il faut laisser la place aux gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Bah oui, regarde, ce que tu parlais de ton burn-out, est-ce que tu as pu être en colère contre cette personne? Tu ne pouvais pas exprimer ta colère en fin de compte. Non, parce que je me suis effondrée. Donc, voilà. Mais comme ça, du jour au lendemain. Oui, non, mais je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Mais donc voilà ce qu'on voulait dire en gros sur les passeurs. Et c'est vrai que c'est un sujet, je pense, qui est intéressant de s'interroger, qui a eu de l'influence sur moi, en positif, mais potentiellement aussi en négatif. Et comment et pourquoi, en quoi ça a résonné avec moi en fin de compte. Ouais. Et voilà, et puis aussi que non seulement on peut croiser des passeurs, mais aussi qu'on peut être un passeur pour quelqu'un. Et donc faire attention à ce qu'on dit, à la manière dont on le dit, et faire attention aux autres aussi. Et c'est vrai que dans le milieu artistique, l'ego peut être présent, et c'est vrai qu'il y a des artistes qui ont peur qu'on leur vole leur processus, qu'on leur vole leur méthode et tout. Et je pense que c'est pas forcément une bonne attitude d'être comme ça. Il faut que ça circule, il faut que l'énergie créatrice elle circule, et c'est pas en refermant ça, en gardant ces petits secrets qu'on va contribuer à libérer aussi la créativité, quoi. C'est important de pas forcément tout dire non plus, on a le droit de garder des choses pour soi, mais dans l'attitude générale, être dans une ouverture et dans une générosité, je pense que c'est toujours préférable, et pour la personne qui reçoit, mais aussi pour soi. Je pense que ça nous fait plus de bien d'être généreux, ouvert. Absolument. Et d'avoir envie d'aider les autres que de nous refermer et de garder nos petits secrets là. Eh bien Gwenaëlle, pour terminer cet épisode, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager, que tu as vu, que tu as fait dernièrement? Alors,
ma vie en ce moment est pas particulièrement passionnante. Je passe beaucoup de temps dans les garages, à m'occuper de mon père, à faire des choses qui sont pas tellement liées à l'art en fin de compte. La fatigue commence à sérieusement entamer mes réserves et je sens que mon attention elle est complètement en vrac. Donc tu vois, je prends la route, je me dis ah oui, il faut que je tourne à cet endroit-là, et puis j'arrive 3 kilomètres plus loin et je me dis ah zut, j'ai raté l'embranchement. Oui, voilà, ouais. Tu vois, donc je sens que ma tête elle y est plus, là ça commence à pas être bon du tout. Ouais. Donc il faut que vraiment que j'arrive à récupérer, quoi. Mais comme je te le disais en arrivant tout à l'heure, j'ai dormi 4h30 la nuit dernière. Donc c'est de pire en pire. Et vraiment, ça me... C'est difficile, quoi. Donc j'essaye de résoudre ça. Et je suis en contact avec quelqu'un qui m'a mise un peu en contact avec mon enfant intérieur, si tu veux. Et cet enfant intérieur, ce qu'elle disait, c'est je voudrais me reposer, mais dans le sens de me reposer sur quelqu'un, quoi, tu vois. Ouais, okay. Et donc je me suis dit, ah tiens, c'est lié tout ça. Ouais. Et c'est vrai que je suis un peu en hyper-vigilance et un peu en... Donc en ce moment, c'est un peu dur parce que à la fois je suis fatiguée, mais en même temps ça commence à m'inquiéter sérieusement, tu vois. Je me dis, bon, alors si c'est pour finir avec Alzheimer ou je ne sais quoi, parce que évidemment on te dresse un tableau catastrophique quand tu dors pas. Bon, à part ça, il y a toujours eu des insomniaques et il y en aura toujours. L'autre jour, j'ai été écrire au milieu de la nuit, ça m'a aidé, ça m'a fait du bien. Donc ça peut aussi se transformer en moment créatif. Et puis, comme je l'ai mis sur Instagram, en ce moment, mon grand délire, c'est d'aller faire du travail dans les concessions automobiles. Oui, j'ai vu ça. Où j'ai des rendez-vous de réparation et de trucs imprévus et tout. Mais c'est très rigolo parce que c'est un univers complètement différent de celui dans lequel j'évolue. Complètement aseptisé. Et c'est vrai que c'est plus... Oui, non, c'est pas complètement aseptisé. Et c'est vrai que... Pendant un moment, je trouvais qu'en étant une femme, on n'était pas forcément bien accueillis, il y a peut-être 20 ans, tu vois, parce que c'était encore la vieille garde et tout. Mais maintenant, quand t'es une femme, on est aux petits soins avec toi. Donc, en général, quand je dois attendre, je demande s'il y a une table où je peux aller m'installer pour travailler. Donc, voilà, je m'installe, on m'apporte un petit café, ou on me dit, ah ben la machine est là, vous pouvez aller chercher un petit café. Enfin, voilà. Donc, je me dis, il y a peut-être un truc à réfléchir, faire une concession automobile, espace de coworking, tu vois. Il y a un truc là, il y a un truc. Le seul truc qui me gêne, c'est la musique. C'est qu'il y a de la musique partout maintenant. Oui, c'est vrai. Tu peux pas être dans un café ou un restaurant, il y a de la musique partout. Et c'est vrai que des fois, je me dis, ah, j'irais bien écrire au café, par exemple. Et après, je me dis, ah ben non, je vais pas y aller parce qu'il y aura de la musique. Et j'aimerais bien trouver un lieu calme, quoi, tu vois. Ouais. Donc, à part aller à la médiathèque ou de faire ça chez moi. Ouais, la médiathèque, c'est pas mal. Ouais, la médiathèque, ça peut être sympa aussi pour changer un peu de crèmerie. Bon, après, il y a des espaces de coworking aussi. Hein, ça existe aussi en Bretagne. Oui. On en a à Tréboul. À Tréboul, ouais, j'ai pas testé. Et puis je pensais à Pont-l'Abbé, ouais. Les Bigouden Makers, là, qui c'est alors ça, c'est une structure intéressante où ils font salon de thé, enfin ils font de la restauration. Il y a un espace restauration, tu peux louer des salles, il y a des espaces de coworking. C'est assez chouette ce qu'ils ont fait. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc ma vie n'est pas passionnante, mais. Mais si. C'est pas grave, c'est comme ça, hein, ça va évoluer de toute façon. Bah oui, quoi, mais on peut pas être tout le temps. Non, on peut pas être tout le temps passionnant, mais ce qui me dérange un peu, c'est que tout ça, ça me détourne un peu aussi de la création et bon, il faut que je protège ce temps-là, quoi. Ouais. Je protège ce temps-là. Et toi, de quoi as-tu envie de nous parler ? Alors, moi, je voulais juste parler d'un bouquin que je n'ai pas lu. Oh, mais c'est la meilleure. Qui s'intitule « Écrire sa vie ». Ouais. Peut-être en as entendu parler, de Marianne Chaillon. Non. Je mettrai la description dans le titre dans la description de l'épisode. Je suis tombée sur une interview sur France Inter le 27 septembre de cette Marianne Chaillon qui est philosophe et écrivain. Dans l'interview, elle était avec Nathalie Nothomb. Donc, ils ont interviewé Amélie les deux. Nothomb. Oui, Amélie Nothomb, les deux en même temps. J'ai trouvé que c'était un échange très intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé ce que donc, Marianne Chaillon disait sur son bouquin. D'accord. Donc, comme le titre l'indique, écrire sa vie, elle parle de peut-on écrire sa vie ? Et comme elle enseigne la philosophie à des étudiants, elle leur montre toujours des photos de
de son père, ou voilà, des vieilles photos de classe. Et puis elle leur dit, ben voilà, ces gens-là, ils avaient votre âge à l'époque, et puis maintenant, certains sont plus là, certains sont devenus profs également, d'autres ont fait, chacun a fait son chemin. Et vous, quel chemin allez-vous faire ? Et elle disait, en fait, il y a deux choses qui nous impactent dans la vie. C'est tout le bagage avec lequel on démarre, donc le lieu où on est né, l'endroit où on a vécu, les parents qu'on a, la génétique, enfin il y a tout ça. Et ça, c'est une forme de déterminisme, on démarre dans la vie avec ça. Et après, il y a cette possibilité qu'on a... Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Voilà, de faire quelque chose. Mais c'est pas si simple que ça. Et elle a dit à un moment donné, j'ai beaucoup apprécié qu'elle dise ça, que dans les cours de développement personnel et tout ça, on dit toujours « si tu veux, tu peux ». Et elle est contre cette phrase parce qu'elle trouve qu'elle est moralisatrice et que les gens, après, ils se sentent mal, ils se sentent coupables s'ils n'y arrivent pas. Elle dit que quand même, tout ce bagage avec lequel on démarre dans la vie, on le porte et il est très difficile de ensuite dire bon, malgré tout ça, je vais partir dans une autre direction. On est obligé de composer avec ça et parfois même ça va être quasi impossible de le faire. Donc j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai trouvé l'entretien super intéressant. Donc voilà, j'invite à aller écouter cet entretien sur France Inter. Et j'ai l'intention de lire le bouquin. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant cette idée d'écrire sa vie, en fait. Hein. Alors, bien sûr, il y a des filtres. Quand tu écris, tu vas parler de certaines choses, pas d'autres. Et puis, ta mémoire, c'est un filtre aussi. Donc, elle se souvient de certains événements, pas d'autres. Et puis, elle les a teintés aussi de certaines couleurs. Mais je pense que ce travail de réflexion, c'est aussi une manière de t'approprier ton histoire, pour dire par rapport à ce que tu disais à l'instant, c'est t'approprier ton histoire pour réussir à en faire quelque chose qui te sert et pas quelque chose qui te dessert. Parce que c'est vrai qu'on part pas tous, on l'a dit tout à l'heure, on part pas tous avec les mêmes cartes dans notre jeu. Hein. Et moi, franchement, je me rends compte à quel point j'ai du mal toute ma vie. J'ai essayé de m'extraire de ce que j'avais vécu et de la manière dont j'ai été éduquée, d'une manière qui était vraiment pas aimante, qui était vraiment pas affectueuse, où il y avait personne n'était disponible pour m'aider à grandir, si tu veux. Et en fait, ma mère s'est beaucoup occupée de moi, je pense, de mes 0 à mes 6 ans et demi, mais d'une manière qui était plus dans le dressage que dans l'éducation. Il y avait de l'éducation aussi, bien sûr, mais elle voulait une petite fille parfaite, et qui soit obéissante et qui déborde pas. Et puis ma sœur aînée, et là, c'était fini. Elle s'occupait plus de moi, en fin de compte. Elle était vraiment tournée vers ma sœur, et mon père n'était pas là. Donc, ça veut dire qu'à 6 ans et demi, 7 ans, j'étais livrée à moi-même, quoi. Et dans une famille où c'était très conflictuel, où il n'y avait pas d'affection, où il n'y avait pas beaucoup d'interactions entre les parents et les enfants, où il y avait un esprit très négatif. Et tout ça, c'est des poids qui sont sur toi. Et pour réussir à sortir de ça, tu vois, la négativité, par exemple, c'est imprimé dans les schémas de ton cerveau, quoi. T'as vraiment du mal tout à fait. À sortir de ça. Quand t'as vécu avec des gens qui passent leur temps à juger les autres, c'est pareil, t'as tendance à juger aussi. Et donc, je pense que raconter sa vie, écrire sa vie, ça peut permettre déjà de prendre conscience de plein de choses, et puis de les transformer et d'essayer de changer. Mais je suis complètement d'accord avec elle, on peut pas tout, quoi. On peut pas tout, on est dans un certain pays, dans un certain moment aussi, tu vois. On a un certain sexe, et c'est vraiment pas la même chose, quoi. Et une fois, je discutais avec mon mari, je disais, mais tu sais, quand t'es une femme, tu te promènes, t'es toujours un peu en vigilance. Et les hommes connaissent pas ça. Je veux pas dire qu'on risque... Tu vois, franchement, on vit dans un pays sûr et dans une ville sûre. Enfin, c'est pas ça, mais le nombre de femmes que je vois qui veulent pas aller marcher seules dans la forêt parce qu'elles ont peur, tu vois, c'est fou. Donc, et tout ça, il faut faire avec, mais tu peux pas t'en extraire et faire comme si ça n'existait pas, en fin de compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où quelque part, tout serait notre responsabilité.
Tu vois, tout ce qui va pas, c'est de notre faute. La planète, c'est de notre faute. La situation économique, c'est de votre faute. La dette, c'est de notre faute. Enfin, tout. Et en plus, il faudrait être top au niveau développement personnel, être des parents parfaits. Enfin, tu vois. Mais ça s'arrête quand, quoi? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je tenais à citer ce bouquin et je pense ça peut être une bonne lecture pour beaucoup de gens, et surtout avec le contexte actuel qui nous a tendance à nous faire culpabiliser de tout ce qui arrive. Voilà. Et écriture et peinture, enfin écriture et création plastique, c'est deux choses qui marchent bien ensemble aussi. Ouais. Voilà. Voilà, on va se quitter sur ces belles paroles. Eh ben exactement, parce qu'il faut bien se quitter à un moment ou à un autre. Oui. Donc, écoute, bon repos, Gwenaëlle, je te souhaite de dormir finalement. Oui, je trouve la martingale. On vous dit à bientôt. Oui, merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre et puis de nous faire des retours sur YouTube et tout ça. On a des petits commentaires de temps en temps, donc c'est sympa. Donc, on vous invite, si vous avez ça c'est la fatigue. Si vous aussi vous avez eu des passeurs dans votre vie, eh bien, racontez-nous. Parlez-nous-en, racontez-nous. Ouais, un exemple, quelqu'un qui a vraiment eu un effet déterminant. Et ça sur ma chaîne YouTube, sur la partie podcast, vous pouvez allègrement écrire des commentaires. Donc ne vous gênez pas. À bientôt. À bientôt Sabina, merci. Voilà.